Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À ma mère, Élise Etaloba Ekwei Passy Collins. À ma tante, Augustine Nejowe Ekwei Passy Collins. Citation. Tuer Sankara, et des milliers de Sankara naîtront. Thomas Sankara. Première partie, Amadou Ahidjo. Introduction, l'ivresse de la jeunesse. La jeunesse camerounaise est descendue en masse dans la rue pour célébrer l'arrivée au pouvoir de Paul Biya en 1982. À l'ombre de son mentor pendant 8 années comme Premier ministre, le natif de Mvomeka était quasiment inconnu du grand public. Le pays sortait de 22 années de dictature et de règne sans partage d'un régime de poigne que dirigeait le premier président de la jeune République du Cameroun, Amadou Ahidjo. Nous avons assisté à des scènes d'hystérie et de joie, où une foule en liesse découvrait le nouvel homme fort d'un pays à peine remis de ses blessures et des horreurs de la guerre d'indépendance. Au cours de sa tournée triomphale, Paul Biya, jeune, beau et tout sourire, saluait une foule abasourdie, naïve, encore surprise de vivre dans un Cameroun orphelin de celui qui personnifiait à lui tout seul le pouvoir absolu, Amadou Ahidjo. L'image d'Amadou Ahidjo était encore présente. Le citoyen ordinaire n'en croyait pas ses oreilles. Amadou Ahidjo a définitivement quitté le pouvoir. Le Cameroun entrait dans un nouveau cycle politique et une ère nouvelle, qui se devait de distribuer de nouvelles cartes pour une jeunesse qui caressait ses rêves les plus fous. En 1982, l'ascenseur social offrait toujours à la jeunesse des postes de responsabilité sans tenir compte de ses origines. Le mérite s'inscrivait encore dans cette jeune société qui ménageait ses élites. J'aurais pu intituler cet essai « Cameroun ou la fin programmée d'un régime fossilisé ». Mais ce titre me paraissait présomptueux, car il aurait dû s'adresser à une jeune fille mise à nu par ceux qui abusent de son corps au lieu de la chérir. Avec ou sans nous, le Cameroun survivra de nos turpitudes. Les épreuves seront toujours plus nombreuses. Le Cameroun indépendant n'a pas choisi ses dirigeants. Ils ont été imposés par la France qui assurait sa tutelle avec la complicité de l'ONU, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ces acteurs ou opérateurs censés garantir la souveraineté et le développement des pays pauvres se sont révélés, au fil du temps, des prédateurs qui continuent à se servir pour mieux consolider leur puissance et leur domination. C'est à ce titre que les prises de décision de l'ONU sont chaque jour de plus en plus contestées et décriées par les nations économiquement faibles et victimes d'une spoliation programmée. Ne dit-on pas souvent que l'ONU, par son mode électoral, est une escroquerie ? Il est illusoire de croire que le Cameroun est un pays indépendant, donc libre. En effet, les dirigeants actuels et passés ont mis en application les programmes imposés par les grandes institutions financières internationales. Il serait cependant faux de croire que tous ces programmes manquaient d'ambition et d'audace. Certains auraient pu dynamiser des secteurs tels que l'agriculture qui auraient entraîné la transformation des denrées, la création des conditions de richesse et des emplois durables. Ces programmes ont tous échoué. Les crédits affectés à leur réalisation ont été amputés et détournés par les serviteurs de l'État dont le premier élu n'est autre que le chef de l'État. Les échecs de tous les programmes de développement ont toujours les mêmes mots: la corruption et les détournements des deniers publics. Mais il faut aussi rappeler l'incivisme, l'impunité et l'immobilisme. Au Cameroun comme partout en Afrique, la corruption s'est durablement installée parce qu'elle est alimentée par les corrupteurs. Ces derniers ont souvent dénoncé timidement une gangrène solidement ancrée dans les esprits par eux. Ils se dédouanent et se donnent bonne conscience. Mais nul n'est dupe. Quand il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Dans le rapport de force actuel, seul le corrompu est montré du doigt. Un ami très cher à moi, d'origine vietnamienne, Phan Van Hoan, m'a interpellé un jour. Il a eu une réflexion naturelle que je ne cesse de décrier dans mes éditoriaux. Le mal, vous le connaissez. Dans ce cas, les solutions sont simples, non ? En homme libre, du moins je le crois, je n'ai jamais cessé de dénoncer les écueils de l'Afrique et de mon pays, ses insuffisances et la gestion calamiteuse de ses ressources. Je dois avouer que mon ami a raison. Nous savons tous de quels maux souffrent le Cameroun et l'Afrique.
Ces maux endémiques et coriaces s'appellent la corruption et les détournements des deniers publics qui entretiennent le tribalisme, l'injustice, le népotisme et le clientélisme. Ce combat n'est pas gagné d'avance. Il consiste à mettre fin à tous les régimes discrédités en place. Mais les nouvelles gouvernances souhaitées de tous par les peuples épris de justice et de liberté, apporteraient-elles une alternative crédible et durable au système décrié ? Je ne doute pas de la capacité des femmes et des hommes à conduire loyalement les affaires de leur pays. Le Cameroun est une Afrique en miniature où l'on retrouve tous les maux inhérents au continent, un laboratoire où les solutions courageuses serviraient d'exemple. Combattre la corruption et le népotisme ne suffit pas à débarrasser l'Afrique de tous ces maux. Nous avons le devoir de proposer des solutions pour sortir du marasme actuel et de dénoncer un mal récurrent qui est à l'origine des échecs successifs de tous les gouvernements: le respect des institutions et la liberté du citoyen. Cela implique un changement de mentalité, un civisme à toutes les épreuves, une nouvelle éducation et l'adaptation des manuels scolaires par des cours qui valorisent notre histoire et nos héros nationaux. Les manuels scolaires ne nous apprennent rien de notre histoire, de nos héros. Nous continuons à privilégier le siècle des Lumières, au détriment des personnages célèbres qui ont combattu pour nous léguer un pays libre. La jeunesse ne se reconnaît pas à travers les hommes politiques en exercice qui confisquent le pouvoir, et qui vivent très loin du peuple. Elle s'identifie de plus en plus aux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour que l'Afrique sorte de la servitude volontaire, qui caractérise ces chefs d'État actuels incapables de choisir librement leur destin. L'Union africaine aurait pu servir de relais à tous ses membres pour débattre des sujets majeurs tels que la liberté, l'esclavage en Mauritanie, la démocratie, les institutions, la soumission, la servitude, la monnaie commune, l'intégration régionale, la libre circulation des biens et des personnes, l'émigration de la jeunesse vers l'Europe, etc. Au lieu de cela, le discours actuel porte sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Ce fourre-tout n'a pas de sens et ne s'inscrit pas dans le temps, car nous n'avons aucune maîtrise sur les leviers de financement de nos ambitions. Les objectifs du millénaire pour le développement nous ramènent à nos échecs qui ont conduit beaucoup de pays en Afrique à satisfaire aux exigences du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Nous savons aujourd'hui que ces mesures d'allègement de la dette ne sont que des manœuvres pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, la soumission et la servitude. Aucune relance de nos économies ne sera possible sans des sacrifices, sans la volonté, sans la détermination des dirigeants africains à s'émanciper des généreux donateurs. Le développement inclusif est la seule solution. Il est vérifiable auprès des nations qui sortent de l'emprise des grandes puissances et qui gèrent leur développement à partir des programmes modélisés par eux-mêmes. Les plans de relance des économies africaines ont toujours été concoctés dans les palaces en Occident. L'Afrique reçoit depuis les indépendances des projets ruineux bien emballés. Nos intellectuels n'y sont pas associés. Et quand c'est le cas, ils ne sont invités qu'à apposer leur signature. C'est à ce stade que commence la corruption. Contre une signature qui engage un pays durant des décennies, nos responsables se réjouissent d'un compte offshore. Si nous avons le devoir de les condamner, il serait aussi juste de dénoncer les organismes internationaux qui plombent le développement de l'Afrique par une corruption très active et souterraine. Le grand public ignore que le système actuel en vigueur en Afrique est hérité de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme. Ce système est vicié. Il étouffe toutes les velléités de liberté et d'émancipation de l'homme africain. Le général de Gaulle a mis en place un système et un réseau que les gouvernements successifs français continuent à entretenir avec une efficacité et une violence redoutables. En réalité, l'Afrique a besoin de s'interroger pour déconstruire les esprits de ses peuples. Seuls des esprits libres peuvent démonter les mécanismes mis en place pour diviser, le tribalisme, le clientélisme, l'infantilisation et le mépris de l'autre. L'Afrique doit aussi s'activer à changer son image à l'égard de ses partenaires. Ce changement passe par des transformations à l'intérieur du continent en termes de démocratie, d'efficacité, de discipline, de responsabilité, de productivité inclusive, de respect de la Constitution et de la moralité à tous les étages de la société.
Ce cheminement est à mener avec une extrême lucidité. Le combat sera long. Mais nous n'avons pas le droit de désespérer. Un signal fort s'impose dans l'éducation de la jeunesse dès les premiers âges. Il nous faut reconsidérer nos manuels scolaires qui concourent à l'abrutissement et à l'aliénation de la jeunesse, pour que l'Afrique de demain se reconnaisse à travers ses héros, ses grands hommes et ses œuvres majeures déclassées ou occultées. L'Afrique est unique et seule face aux grands défis qui l'attendent. Elle doit être unie pour faire face à ses prédateurs. Pour cela, elle n'a d'autre choix que d'élaborer un code de bonne conduite pour tous ses États. Car l'union fait la force et sans union, nous sommes livrés comme du bétail au fond vautour qui rôde sur nos cieux. Le rôle de l'Union africaine est majeur. L'Occident profite de nos divisions pour mieux nous dépouiller. Jusqu'ici, il le réussit très bien. Nous devons mettre fin à nos égoïsmes, à nos divisions, à nos clivages et à nos égarements. L'Europe s'est bâtie en mettant de côté ses divisions, ses dialectes et les spécificités des uns et des autres. Elle est aujourd'hui assez forte pour résister aux vagues poussives américaines, chinoises et japonaises. Nous pouvons nous inspirer des sacrifices acceptés et subis, pour l'intérêt commun. Le mal qui mine le Cameroun et l'Afrique est identique: l'absence de démocratie. Celle-ci implique le respect des institutions et non l'éclosion de grands hommes. Ce mal endémique étouffe l'émancipation du citoyen, le progrès, le dynamisme économique, écologique et social. Il annihile l'initiative et l'ambition des créateurs dont le pays a tant besoin. Si l'alternance politique pratiquée en Occident par une démocratie parlementaire s'appliquait en Afrique, le développement économique serait en marche. Les gouvernements seraient jugés par les peuples. En cas d'échec, ils seraient balayés par la voie des urnes. Le Cameroun actuel est malade de ses dirigeants. Celui d'Amadou Ahidjo a mis sur les rails des locomotives. Le pays n'était certes pas parfait, mais il réunissait toutes les conditions pour ses successeurs afin de poursuivre un ouvrage très bien engagé. Le bilan est malheureusement regrettable par ses faillites et ses échecs. Le beau pays traverse une période de turbulence qui s'égrène doucement sous une empathie générale. Les ambitions des premiers jours se sont estompées. Le doute s'est installé et la méfiance envers les dirigeants est à son comble. Faut-il pour autant baisser les bras? Non. Le Cameroun est un beau pays riche de ses femmes et de ses hommes, animé par un dynamisme à toutes les épreuves. Nos héros des premières heures ont forgé les esprits. Un simple souffle peut réactiver les braises. Nous en avons la responsabilité. L'alternance politique est une réponse forte pour mettre fin aux abus des pouvoirs depuis les indépendances. Les hommes providentiels ruinent les espoirs de la jeunesse. Au Cameroun, Paul Biya l'a bien compris. Il n'y a pas d'alternance politique possible. L'homme a été déifié en mettant à nu une opposition déstructurée, affamée et rancunière. Le peuple a été formaté à adorer un Dieu unique, inique, infaillible, irremplaçable et implacable. Seule la mort mettra fin à cet immortel? Après 36 années de règne sans partage, le Cameroun de Paul Biya est une jeune dame malade dont le diagnostic révèle de nombreuses carences qui pénalisent son bien-être, sa croissance et son développement. Il ne suffit pas de la mettre sous perfusion pour qu'elle retrouve sa vitalité. Le mal est plus profond. Il est la conséquence des dizaines d'années d'un exercice de pouvoir autocratique, et miné par les scandales d'État. L'enthousiasme des Camerounais s'est estompé. Aucune alternance politique n'est préparée. Les oppositions se déchirent et font le jeu du pouvoir. Paul Biya a au moins réussi une chose: fragiliser le peuple, le diviser, le rendre inerte et l'accompagner dans sa quête de Dieu le Sauveur. En 2017, le Cameroun s'est progressivement enfoncé dans une croissance atone et chronique qui a brisé les rêves de toutes celles et de tous ceux qui voyaient en Paul Biya le véritable homme du renouveau. Considéré dans les années 1980 avec la Côte d'Ivoire comme des économies intermédiaires, le Cameroun est classé aujourd'hui pays pauvre très endetté, PPTE. Il n'est plus le miroir de l'Afrique centrale. Comment en est-on arrivé là? J'essayerai de décrypter tout au long de mes investigations les causes de cette lente et certaine agonie que rien ne présageait. Dans cette descente aux enfers, la crise anglophone a précipité le fragile équilibre d'unité du Cameroun. Les revendications des sécessionnistes ont poussé dans la rue des enfants,
des femmes et des hommes lassés de l'inertie moribonde d'un président absent de la scène politique. Paul Biya est-il en mesure aujourd'hui d'éteindre un feu qui couve depuis des décennies? Nous doutons qu'il soit encore l'homme providentiel. Le Cameroun de Paul Biya est un grand malade anémié et qui saigne. Son pronostic vital est alarmant. Combien de temps tiendra-t-il encore? Nous essayerons de comprendre pourquoi la descente aux enfers du Cameroun se poursuit, malgré les richesses endogènes de ce pays. Comment les femmes et les hommes de ce beau pays ont-ils continué à dégrader une envieuse situation économique, héritée d'Amadou Ahidjo, sans jamais s'alarmer? Le décryptage de cet imbroglio politique et économique va nous éclairer. Le Cameroun n'est pas une exception en Afrique francophone. Mais il peut servir de laboratoire pour que l'Afrique grandisse et vole de ses propres ailes. C'est un combat générationnel qui aura le mérite de reconnaître nos faiblesses, nos erreurs et nos égarements, pour mieux affronter un futur incertain. Amadou Ahidjo et l'héritage colonial. Le 1er janvier 1960, le Cameroun est devenu un État indépendant. Il a hérité d'une guerre que la France menait contre la rébellion camerounaise, sous l'égide de l'Union des populations du Cameroun, UPC. L'UPC était le seul parti politique camerounais de l'époque qui menait une lutte armée de libération. Cette guerre injuste et inégale conduite par la France a causé des milliers de morts dans une indifférence quasi générale de la communauté internationale. Quand Amadou Ahidjo accède à la magistrature suprême en 1960, il n'a que 36 ans. Il hérite d'une guerre où l'armée française conduit discrètement les opérations. À l'époque, il ne fallait surtout pas ébruiter les drames quotidiens causés par une guerre sournoise, violente, occultée et barbare. En mars 1960, bien qu'indépendant, le Cameroun a vécu des journées inoubliables de barbarie. La guerre a détruit tout le village de Yogandima, une bourgade paisible. 8000 villageois ont été sauvagement massacrés par les troupes de la jeune armée régulière, sous la direction des conseillers de l'armée française. À la même époque, le général de Gaulle a dépêché 5 bataillons d'infanterie de l'armée française commandés par un vétéran des guerres d'Indochine et d'Algérie, Max Briand. Surnommé le Viking, Max Briand dirigeait les opérations de nettoyage en pays bamileke. La logistique pour mener à bien ces opérations comportait un escadron de blindés, un escadron d'hélicoptères et des chasseurs bombardiers T-26. L'année 1960 a vu plusieurs pays africains francophones accéder à l'indépendance, sans aucun foyer de tension. Le cas du Cameroun ne devait surtout pas éveiller les esprits dans une Afrique dominée par la colonisation et un racisme à toute épreuve. La France, qui était déjà embourbée en Algérie, ne pouvait opérer sur tous les fronts. Elle a choisi de mater toutes les formes de rébellion qui auraient pu nuire à sa propagande de décolonisation pacifique et responsable. La consigne en vigueur recommandait de tuer sans faire de prisonniers. C'est sous ce climat de tension que la France a fait signer aux jeunes États africains un pacte colonial, qui les soumettait durablement à elle. Le général de Gaulle a réussi, profitant de sa position, à soumettre aux chefs d'État africains cooptés, des contrats de coopération et militaires qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Le franc CFA en est la parfaite illustration. Les jeunes États francophones d'Afrique n'ont pas choisi librement de signer un pacte colonial avec la France. Il a été imposé. Ce pacte faisait la part belle à la France qui avait l'exclusivité des ressources minières et agricoles des ex-colonies. C'est pourquoi la culture des produits d'exportation jouissait d'une attention particulière au détriment des cultures vivrières consommées localement. L'Afrique garantissait la production du café et du cacao aux consommateurs européens, à des prix qui avilissaient le cultivateur africain. Les terres arables s'étendaient pour favoriser la culture des produits d'exportation, au détriment des cultures vivrières. L'Afrique manquait de nourriture et importait à des prix forts les produits manufacturés, du riz, de la farine de blé, de la sardine en conserve, du sucre et du sel. Le café, le coton, le bois ou le cacao subissaient des variations de prix que les jeunes États ne pouvaient maîtriser. La chute des cours provoquait des drames sociaux pour les cultivateurs soumis au chantage des négociants grecs et libanais. Après l'indépendance, le Cameroun s'est doté d'un gouvernement où les premiers équilibres régionaux ont vu le jour.
Il fallait réunir les femmes et les hommes que la guerre d'indépendance avait divisés. Le centre, le littoral, l'ouest et l'est du pays disposaient de cadres formés à l'école coloniale. Seul le nord du pays souffrait d'une faible représentation. Le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, qui était originaire du nord, a vite pris conscience de ce déséquilibre. Il a mis en place un programme d'éducation intensive dans cette région qualifiée d'arriérée à l'époque. Les nordistes ont eu droit d'accès à des écoles prestigieuses avec des niveaux en dessous des normes en vigueur. Durant une vingtaine d'années, grâce à une formation accélérée et à des stages à l'étranger, ils se sont imposés à des postes de responsabilité. Le président Ahidjo savait que ces pratiques étaient injustes. Mais elles permettaient de corriger certaines inégalités sociales, héritées de la colonisation. Amadou Ahidjo, avec l'aval de ses mentors français, a pratiqué une discrimination positive. Celle-ci a permis aux populations du Nord de gommer progressivement les différences sociales entre le Nord et le reste du pays. Au bout d'une quinzaine d'années, le Nord du Cameroun a rattrapé une grande partie de son retard. Les nordistes pouvaient donc suivre un enseignement normal, tout en bénéficiant de quelques privilèges et avantages qualifiés d'équilibre régional. C'est dans ce contexte que le Cameroun a pu se développer. Les équilibres régionaux, trop souvent dénoncés, parfois décriés, servaient désormais de levier. Les citoyens avaient les mêmes chances à quelques exceptions près. Ces équilibres ont permis le développement des secteurs d'activité prioritaires dans chaque région, qui assuraient une agriculture nourricière tout en freinant l'exode rural. Le président Ahidjo était un dictateur. Il ne tolérait aucune opposition, ni aucune critique. L'Afrique des indépendances était dirigée par des hommes dont le seul but était de régner. Ils avaient tous des conseillers occidentaux dont le rôle était de mettre en place des services d'espionnage qui rendaient des comptes à la métropole. Au Cameroun, beaucoup de compatriotes ont été injustement dénoncés par jalousie ou par vengeance. Ils ont fini en prison ou au cimetière. Cette politique de dénonciation est toujours en cours. Elle permet à Paul Biya, successeur d'Amadou Ahidjo, de faire le vide autour de lui. C'est pourquoi nous ne lui connaissons aucun dauphin potentiel. Faire le vide autour de soi est aussi un art de gouverner bien mis en pratique chez tous les dictateurs. La dénonciation permet d'éliminer tous ceux qui aspirent à la fonction suprême. Sous le régime d'Amadou Ahidjo, les victimes de ce système étaient condamnées à mort et exécutées. La torture et les supplices s'invitaient dans les chambres isolées des commissariats de police, de la gendarmerie, des prisons ou de l'armée. Obéir ou se taire était la règle. Paul Biya a hérité d'un système mis en place par la police nationale, les conseillers occultes occidentaux et les bras armés de son prédécesseur. La peur règne toujours. Les conseillers occidentaux sont toujours en poste. Ces hommes de l'ombre agissent comme aux premières heures. Ils portent la responsabilité du mépris des institutions. Ils n'ont pas de nom dans l'organigramme présidentiel. Mais ils sont connus de tout le monde. Ils tissent des réseaux d'une efficacité redoutable, qui met à mal la moindre tentative de soulèvement. Les journaux ont parfois mis en lumière le rôle des conseillers occidentaux chargés des basses besognes en Afrique, qui se traduisent par les assassinats des opposants ou leur exil. Ils agissent dans un cercle fermé couramment appelé la France-Afrique. Ce cercle regroupe d'un côté les Occidentaux, spécialistes de l'Afrique, et de l'autre les autochtones, gardiens des biens et du pouvoir de l'Occident. Bob Denard, héros de la France-Afrique, terroriste pour les Africains, véritable barbouze assoiffé d'argent, a toujours été le bras armé de la France. Il a mené des missions de déstabilisation des États francophones du continent, qui ne se soumettaient plus au maître. Son échec au Bénin nous rappelle que l'œil du maître est toujours là, pour nous rappeler à notre devoir de soumission. La France-Afrique veille à la continuité de la politique coloniale en Afrique francophone, modélisée par le général de Gaulle et mise en application par Jacques Foccart, son homme de confiance et maître de l'intrigue. Jacques Foccart avait droit de vie ou de mort sur tous les présidents de l'Afrique francophone. Pour prospérer, la France-Afrique dispose toujours sur place de loges ésotériques occidentales qui recrutent des cadres à leur service. Ces cadres nationaux occupent des postes de responsabilité dans les administrations et les sociétés d'État. Ils sont fidèles car ils doivent leur réussite sociale à leur maître et non à leurs compétences.
Tous ceux qui intègrent les loges ésotériques brillent de tout feu dans l'arène politique. Les anticonformistes et récalcitrants s'essoufflent. Les codes en vigueur les paralysent avec des chaînes invisibles. Ils sont excommuniés de la mangeoire. Les véritables maîtres des loges ésotériques sont en Occident. Ils ont pour mission de perpétuer les intérêts de l'Occident. Les Africains ont-ils conscience du rôle de servitude qui leur est imposé? Sans doute. Mais ces carriéristes n'ont aucun état d'âme. Ils tiennent à entretenir leur corps plutôt que leur esprit. Ils savent bien qu'ils desservent et trahissent leur pays. Ces invités des grandes tables au ventre toujours creux et otages d'un système sont pris à leur propre jeu. Ces intellectuels africains sont généralement issus des grandes écoles et universités en Europe. Ils ont milité à gauche pour intégrer les cercles de réflexion dont ils se réclament. Ils n'ignorent pas le piège qui leur est tendu. Mais la pauvreté matérielle d'origine, ajoutée aux ambitions de pouvoir, les conduit à trahir leur idéal commun de liberté et d'honneur. Le Cameroun est aujourd'hui otage de ce système des réseaux. Les intellectuels s'invitent eux-mêmes à la table. Ils frappent aux portes. Leur but est commun, faire partie du sérail ou de la mangeoire. Dans ces cercles, toutes les femmes et tous les hommes apportent un soutien indéfectible au chef de l'État. Ils lui jurent fidélité. C'est le prix à payer pour accéder au poste de responsabilité. Il faut rappeler qu'au Cameroun de Paul Biya, qui se veut souverain et démocratique, l'obéissance et la soumission sont des règles à ne pas transgresser. Les hommes du président font tous allégeance au chef de l'État. Tout ceci n'a rien de péjoratif. Quand on appartient à un gouvernement ou à un système, il faut en respecter les règles, couvrir les crimes d'État et faire l'apologie du président. Ces serviteurs de l'État obéissent également à d'autres maîtres des obédiences ésotériques. Ils ont en conséquence deux maîtres, le chef de l'État et le cercle ésotérique. Quoi de plus surprenant quand le chef de l'État est lui-même un membre ou un sympathisant de ces obédiences? Le Cameroun a adopté implicitement un système qui lui a été imposé par la France-Afrique. Ce système a les mêmes règles que les systèmes mafieux. Le pays est pris dans un étau. Devant, il y a un abîme et derrière il y a un précipice. Il est impossible de bouger. Comme je l'ai dit, les dirigeants sont conscients de leur neutralisation, de leur soumission et de la servitude volontaire qui les engage. Mais elles leur conviennent car elles permettent de s'éterniser au pouvoir. La moindre velléité de désobéissance peut être fatale. Le pouvoir colonial a bien fait les choses. La lutte d'indépendance du Cameroun a semé la mort dans les maquis. Les familles vivent encore aujourd'hui avec ce traumatisme. L'évocation de ces souvenirs crée des malaises et des tensions au sein des familles éprouvées. Plus personne n'est disposé à recommencer cette vie de galère à travers les maquis infestés de bêtes et de maladies. Cette peur est encore vivace. Elle est toujours d'actualité. Le pouvoir le sait et s'en sert. Autrefois, 3 prisons étaient célèbres et abritaient les prisonniers politiques qu'il fallait éduquer, Mantoum, Mokolo et Tsoliré. Nous avons en mémoire que les rares survivants qui en revenaient étaient détruits physiquement et psychologiquement. La peur de la prison de Tsoliré reste intacte dans les mémoires. Ce bagne, très célèbre et redouté, a vu mourir des compatriotes et décimer des familles. L'objectif recherché par les dirigeants reste intact. Il faut décourager tous ceux qui contestent le pouvoir central. La peur, rien que la peur. Tsoliré a vu dans ses geôles en 1962 des nationalistes célèbres tels qu'André-Marie Mbida, ex-premier ministre et premier prisonnier politique, le docteur Marcel Bébé-Eyidi, le sénateur René Guichard Lokala ou encore d'autres personnages qui ont retourné leur veste. Le plus emblématique des opposants repentis est Théodore Mailly Matip, qui a occupé de hautes responsabilités dans le gouvernement dit d'union. Amadou Ahidjo s'est servi de l'épouvantail de Tsoliré, de la torture et des prisons de moindre mesure pour affaiblir et anéantir toutes les oppositions. Aujourd'hui, la prison de Tsoliré a perdu de son lustre. D'autres prisons ont vu le jour. Elles abritent les prisonniers de droit commun, les délinquants, les corrompus, mais aussi les détourneurs de deniers publics. Amadou Ahidjo a réussi à faire le vide autour de lui, au bout d'une dizaine d'années. Le maquis n'est plus qu'un lointain et triste souvenir. Les revirements d'Amadou Ahidjo étaient imprévisibles.
Il disposait du droit de vie et de mort sur tous les citoyens. Les assujettis l'ont bien compris. Mais passer par la case prison ne signifiait pas la mort ou la déchéance éternelle. Tout prisonnier politique pouvait revenir en grâce, par la volonté du chef de l'État. Dans un système de la peur, il est recommandé d'observer en silence et de se taire. Tout jugement explicite sur le chef de l'État peut être mal interprété et conduire en prison, ou à la déchéance. Le système politique au Cameroun était la chasse gardée d'Amadou Ahidjo. Il savait récompenser et punir. Il jouissait de tous les leviers de la vie politique, sociale et économique de son pays. Tous ceux qui voulaient s'inviter à la mangeoire lui devaient reconnaissance et obéissance. Mais ils devaient aussi célébrer son culte. Pour cela, il leur était recommandé explicitement d'organiser des fêtes dans leur région d'origine chaque fois qu'ils étaient mis en lumière par la volonté et la grâce du chef de l'État. Chaque région jurait alors par Amadou Ahidjo, et le mythe de sa personnalité grandissait. Amadou Ahidjo a développé le clientélisme, en échange de la reconnaissance, du ralliement et de la soumission de ses administrés. Ces derniers lui devaient tout, et savaient l'affirmer haut et fort. Aujourd'hui, le clientélisme politique est profondément ancré dans les cercles tribaux. Les élites l'ont aussi bien compris et en abusent. Ils ne supportent pas autour d'eux ces jeunes prétentieux, bardés de diplômes, habillés de beaux vêtements et fraîchement débarqués qui réclament leur part du gâteau. Pour s'émanciper de la tutelle de leurs élites, les jeunes pousses multiplient de subterfuges. Rares sont ceux qui s'en tirent. Le système est bien verrouillé. Les sanctions sont impitoyables et mettent à nu les prétentieux rejetons ingrats et égoïstes. Amadou Ahidjo avait mis en place un système autocratique, et il s'en servait très bien. Il a constitué un noyau dur avec les élites du Nord. Les natifs de Garoua et de Maroua avaient une place particulière dans son cercle politique. Amadou Ahidjo pouvait s'appuyer sur eux, et il le lui rendait bien. Le système sécuritaire du Cameroun a été modélisé par la France. Il a été renforcé et adapté durant la guerre d'indépendance pour venir à bout des nationalistes baptisés maquisards. La violence a pris des proportions redoutables et inhumaines pour neutraliser tous ceux qui contestaient le pouvoir colonial, ses abus et ses injustices. Le Cameroun était en guerre. Une guerre toujours occultée et boycottée par la France. Les historiens commencent à lever le voile sur un pan douloureux de notre histoire. La recherche de la vérité est en cours. Ahidjo a abusé de cette machine de guerre pour asseoir son pouvoir. La violence policière et militaire n'a jamais été dénoncée. Elle a été normalisée. La soumission et l'obéissance aux lois d'exception en vigueur ont créé un climat de suspicion. Le pouvoir politique a recruté et mis en service des femmes et des hommes mal formés, qui abusaient sans discrétion d'un pouvoir parallèle. Les Bassa et les Bamileke étaient systématiquement ostracisés et discriminés. Dans cette ambiance délétère, on dénonçait jalousement son voisin, son ami, son frère, son père ou sa mère. La confiance était remise en cause. Les violences au cours de la lutte d'indépendance et de la chasse aux maquisards ont plongé les populations dans un profond traumatisme. La peur du treillis militaire a provoqué un mutisme qui a bercé les parents et la jeunesse entière. Il suffisait d'un coup de fusil pour voir tout un quartier se réfugier sous le lit. Cette peur transgresse encore aujourd'hui les esprits. Elle s'ajoute à l'absence de confiance causée par un climat de dénonciation gratuite et une violence abjecte héritée de l'époque coloniale qui déshumanise l'individu. Le système sécuritaire hérité du colonialisme s'est amplifié. Il est devenu plus pernicieux, et les tabassages au commissariat sont redoutés. La police a développé d'autres formes d'humiliation systématique telles que le viol, la strangulation, la noyade par simulation, l'électrocution, le scaphisme et le bonnet pour arracher des informations aux ennemis du régime. Ces violences s'appliquaient aux femmes et aux hommes sans distinction. La police, l'armée et la gendarmerie rivalisaient sur les tortures physiques et psychologiques. Dans les geôles, les conditions précaires de détention se limitaient à la satisfaction des besoins primaires, reléguant le détenu au rang inférieur de bétail. L'Afrique francophone et le Cameroun ont religieusement hérité d'un système violent et clivant, qui s'associait au christianisme.
Un climat de méfiance s'est progressivement installé à l'égard de l'autorité coloniale et religieuse. De nombreux nationalistes ont été trahis après un passage au confessionnal. Les prêtres servaient de relais aux autorités. L'héritage colonial est lourd à porter. Il est même insupportable au regard de la liberté dont jouit l'Occident. Il est vrai que le grand public ignorait tout des messes basses célébrées dans les réunions intimes entre les responsables africains et leurs mentors. Les médias, très actifs de nos jours, nous disent-ils, à dose homéopathique, les saveurs aigres des pactes qui lient encore l'Afrique à l'Occident. Les langues se délient et nous apprenons avec étonnement les engagements signés par nos chefs d'État au début des indépendances et qui plombent toujours nos libertés et notre développement industriel. Selon la chaîne de télévision Vox Africa, la France oblige toujours plusieurs pays africains à lui payer un impôt colonial. Les États africains lui sont redevables pour avoir été colonisés. En d'autres termes, l'Afrique francophone pauvre et assistée par la France est condamnée à payer un impôt colonial à cette dernière. Mais pour combien de temps ? Et que dire des richesses pillées et de l'esclavage ? Si cette information est avérée, le pillage des richesses minières de l'Afrique a encore de beaux jours. Et que dira-t-on des soldats africains morts pour la France et qui n'ont jamais joui de leur pension ? Nous avons le droit de nous interroger sur ces accords de coopération entre la France et ses anciennes colonies qui cachent des pratiques d'un autre âge et qui continuent, sous la forme d'assistance et de coopération avec des privilèges exorbitants. Ces accords n'ont jamais évolué. Les présidents successifs de la Ve République française, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron, n'ont apporté aucune modification ou adaptation à ces accords. Les débats sur la décolonisation monétaire de l'Afrique sont en cours dans tous les cercles de réflexion. Ces débats ne doivent pas être passionnés. Ils doivent avoir lieu dans un cadre détendu afin que les avantages et les inconvénients du franc CFA ouvrent la voie à une monnaie juste et souveraine pour l'Afrique. Le développement du continent ne sera possible que dans un climat apaisé et serein, pour mettre fin à un pacte colonial décrié et insultant. Le développement de l'Afrique est lié à sa monnaie, mais aussi à sa souveraineté. Une Afrique libre signifie aussi un continent débarrassé des dictatures, de la corruption, de la gabegie et du tribalisme et de son complexe d'infériorité. Ces fléaux portent un coup dur au développement, à la liberté et à la régionalisation. Car vous l'ignorez encore, les barrières frontalières sont très hermétiques entre les États africains. C'est encore là un héritage du colonialisme qui a réussi à dresser les uns contre les autres, pour des intérêts égoïstes et partisans. L'héritage colonial, c'est aussi le bâton, le fouet, la matraque et la chicotte dont abusent toujours les forces de l'ordre, sans oublier les bastonnades et les humiliations en public. L'espoir de l'Afrique postcoloniale est sa jeunesse et sa diaspora. Une lueur d'espoir éclaire aujourd'hui la nouvelle jeunesse. Elle n'a pas peur et a pour modèle Mandela, Femi Kuti, Lumumba, Frantz Fanon, Sankara, Nkrumah, Umniobe, Modibo Keïta, Césaire, Sékou Touré, Bob Marley, etc. Cette jeunesse a désacralisé la mort qui a tant fait frémir la génération des indépendances. Elle ne se cache pas et fait fi à tous les fronts. C'est elle qui va libérer l'Afrique pour la rendre digne, respectueuse et conquérante pour balayer un passé lourd à porter et dont les stigmates sont toujours visibles. Pourquoi je crois en cette jeunesse ? Tout simplement parce que ma génération a toujours peur du lendemain. Elle a trahi chaque fois que les occasions de s'émanciper se sont présentées à elle. Elle a perdu sa fierté pour un bout de pain ou une bouteille de bière. Cette génération à vomir continue à s'accrocher pour des miettes, car elle n'a jamais osé contester un ordre établi qui lui est fatal. Les accords de coopération avec le pouvoir colonial français. À la veille de l'indépendance, la France et le Cameroun ont signé un accord de coopération qui engage les deux pays. Ces accords que beaucoup de Camerounais considèrent aujourd'hui caducs, sont toujours d'actualité. Ils ont certes été adaptés à l'Union européenne, où la France a un rôle prépondérant. Mais nous pouvons considérer que le Cameroun n'y trouve toujours pas son compte. Les accords de coopération entre la France et le Cameroun continuent à priver de ses droits l'ancien protectorat. Ils ont été minutieusement rédigés par le général de Gaulle et son premier ministre de l'époque,
Maurice Couve de Murville. Ces accords sont considérés dès le départ comme iniques et déséquilibrés. Nous aurions tort de considérer qu'Amadou Ahidjo n'aurait pas dû signer ces accords. Mais, avait-il le choix face à la puissance coloniale qui l'a élevé au rang de président de la République? L'époque coloniale a été le théâtre de compromissions et d'accords à sens unique. Les indigènes, comme on les appelait, étaient des sujets subalternes et sans droit. Leur rôle était symbolique, et ils ne disposaient d'aucun pouvoir. Ils ne pouvaient donc prétendre à aucun rôle dans la gestion des biens de leur propre pays. Ils étaient les gardiens du temple. Le jugement sévère des intellectuels africains ne tient pas compte de l'époque. Les colons avaient tous les droits. L'Afrique noire, sous l'égide de l'ONU, était la propriété de l'Europe coloniale qui disposait de tous les droits sur les indigènes et les ressources du continent. Les jeunes présidents, nouvellement choisis et élus, étaient soumis à leur maître. Ceux qui osaient remettre en cause la prépondérance du colon étaient très vite éliminés physiquement. Voilà pourquoi les jeunes républiques francophones ont été le théâtre des coups d'État permanents. La mainmise des colons se poursuit toujours. Elle prend de nouvelles formes pour ne pas se heurter à la communauté internationale et au jugement des intellectuels incontrôlables. Il n'est donc pas juste de faire porter le poids des accords de coopération signés sous la contrainte aux jeunes présidents africains. Le citoyen francophone peut aujourd'hui dénoncer ces accords. Il a raison car ils sont déséquilibrés et maintiennent le continent dans la pauvreté, l'aliénation et la soumission. Que disent ces accords longtemps restés dans le secret? Nous avons puisé dans une source crédible, le Journal de l'Afrique numéro 28 de janvier 2017. Voici ce que nous avons retenu des 10 accords. 1. La France devra déterminer les choix politiques, économiques et socioculturels du Cameroun. 2. La France devra gérer une monnaie pour le Cameroun, le franc CFA. 3. La France devra orienter la détermination des programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux. 4. La France devra disposer dans son trésor public d'un portefeuille appelé compte des opérations, de 100% des réserves de change du Cameroun. 5. Les matières premières du Cameroun devront être exploitées par la France en priorité. Si celle-ci n'est pas intéressée, le Cameroun pourra trouver un autre partenaire ou l'exploiter lui-même. 6. Le 10 novembre 1961, l'assistance militaire. Chaque fois que le président camerounais sera débordé par une agression ou une rébellion interne, il pourra faire appel à l'aide militaire de la France. S'il n'est plus dans sa capacité de le faire par un quelconque moyen de communication, l'ambassadeur de France au Cameroun peut le faire à la place de l'autorité camerounaise. En décryptant ces accords de coopération, un constat s'impose. L'indépendance des États d'Afrique francophone est fictive. Elle est tronquée. Elle est un vrai simulacre. Ces accords ne sont rien d'autre qu'un engagement entre un maître et son domestique dans le jargon colonial. Les jeunes présidents n'étaient pas invités à participer à l'élaboration des accords dits de coopération. Leur rôle se limitait à la signature. Beaucoup doutent qu'ils aient lu les accords avant leur signature. Même si c'était le cas, ils ne disposaient d'aucun poids pour les contester ou pour refuser de les signer. Les colons avaient en face d'eux des hommes de pacotille, qui devaient suivre à la lettre les recommandations. L'Afrique francophone est entrée dans le XXIe siècle sans remettre en cause les accords de coopération signés en 1960. Certains accords ont été revus ou adaptés. Mais toujours au bénéfice de la France. La coopération est toujours très déséquilibrée. La deuxième génération de présidents n'a jamais remis en cause l'héritage de leurs aînés. Ils ont peur des destitutions ourdies par la France. Ils n'ont pas le mérite de diriger la nouvelle Afrique qui se veut libre et souveraine. Une Afrique qui impatiente et désespère ses enfants. Les grandes lignes des accords de coopération entre la France et le Cameroun dévoilent une relation de maître à esclave signée sous la contrainte et la naïveté. En accédant au pouvoir, les chefs d'État africains n'avaient pas de choix. Les maîtres avaient droit de vie et de mort sur les jeunes présidents. Ils avaient aussi un droit d'ingérence sur les jeunes républiques. Les accords de coopération prouvent une chose. Le Cameroun et l'Afrique en général n'ont jamais été indépendants. Le simulacre d'indépendance n'est qu'un leurre. Il appartient à l'Afrique d'aujourd'hui,
de reprendre de droit un pouvoir qui a été confisqué depuis la période de l'esclavage. Nous devons déconstruire l'héritage colonial. Il est dégradant, insultant et ignominieux. Aujourd'hui, il continue sous d'autres formes plus subtiles telles que la monnaie. Ainsi, le franc CFA, franc des colonies françaises, cet instrument de servitude, est une monnaie unique en vigueur dans les anciennes colonies françaises. Cette monnaie est en cours dans 12 pays dits souverains et indépendants, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Sénégal, la Centrafrique, le Mali, le Niger, le Gabon et le Burkina Faso. Les pays concernés doivent payer un impôt colonial à la France et verser 50% de leurs réserves à la Banque centrale de France. Chaque pays peut avoir accès à 15% de ses réserves en cas de difficultés particulières, inhérentes à leurs besoins. Au-delà, ils peuvent emprunter auprès de la Banque centrale de France à des taux commerciaux en vigueur. Quand on connaît la volatilité des taux et l'instabilité de l'inflation dans le monde, il n'est point de doute que les pays africains sont confrontés à un marché de dupes. Les priorités des premières années de l'indépendance. Amadou Ahidjo est arrivé très jeune au pouvoir. Il sortait à peine de l'école primaire supérieure quand il a été coopté par les colons en place. Fort de l'appui de la France, le jeune homme a hérité d'un pays en guerre. Sa carrière politique a été fulgurante. Télégraphiste en 1947, il est investi Premier ministre le 1er février 1958 à la place d'André-Marie Mbida. Auparavant, Amadou Ahidjo était délégué à l'Assemblée territoriale. Il n'avait que 23 ans. Dans les cénacles, il était discret et réservé. Face à l'élite sudiste prétentieuse, arrogante et méprisante, Amadou Ahidjo faisait un complexe d'infériorité. Conscient de ses lacunes, Amadou Ahidjo apprenait doucement son métier de parlementaire. Il ignorait à ce moment-là qu'il aurait un grand destin national face à ses collègues du Sud plus brillants. Intelligent, il se documentait et s'essayait avec brio à l'art oratoire qui était son principal point faible. Nommé premier président de la République du Cameroun par la France le 1er janvier 1960, Amadou Ahidjo s'est vite mis au travail. Son objectif premier était de pacifier son pays car des poches de résistance sévissaient toujours dans les maquis de l'Ouest et du Centre. Pour être plus honnête, Amadou Ahidjo déroulait un plan mis en place par les colons et suivi à la lettre par eux. Il n'avait pas le choix. Mais il a su retenir les vertus de l'obéissance, en attendant de prendre le pouvoir dans le temps. Il fallait étouffer la rébellion en Pays Bassa et en Pays Bamileke. Cette guerre a causé des milliers de morts et de sinistrés. L'horreur côtoyait au quotidien les populations où la chasse aux maquisards semait la peur, la désolation et l'horreur. L'armée coloniale brûlait tout sur son passage. La chasse à l'homme était déclarée. Pour cette sale besogne, la France envoyait au front des tirailleurs venus du Tchad et de la Centrafrique. Ces derniers, analphabètes et mal formés, tuaient sans état d'âme pour plaire à leur maître. L'ignorance et les horreurs de la guerre atteignaient ici son comble. Au petit matin, sur la place du marché, les soldats exhibaient des têtes décapitées. L'odeur de la mort parfumait l'air malsain face à une population traumatisée et épuisée. L'une des plus grandes horreurs de la lutte contre le terrorisme s'est déroulée à Douala, au quartier Congo. L'armée loyaliste a encerclé tout le quartier. Les enfants, des femmes et des hommes ont été brûlés à vif. Un hélicoptère de l'armée déversait du napalm, une substance hautement mortelle, qui causait des dégâts sur les habitants et l'environnement. Ce gaz a également causé des morts par milliers en territoire bamileke entre 1960 et 1977, comme l'a reconnu, au cours d'une interview, Pierre Messmer, ancien Premier ministre de la France qui était aux commandes au Cameroun. Les horreurs étaient courantes dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale. Le Cameroun, petit État en Afrique, était ignoré par les médias internationaux. L'armée française avait pour objet d'étouffer toutes les résistances. Il fallait réduire en cendres les nationalistes et tous ceux qui les abritaient. Cette barbarie s'opérait à huis clos. Les horreurs observées au quartier Congo de Douala alimentent toujours les débats. Combien de morts ? Les chiffres annoncés varient d'un camp à l'autre. Les pertes ont été énormes. Le quartier Congo a été encerclé une nuit.
Les hélicoptères sillonnaient le ciel et déversaient l'essence sur les toits des maisons. Une forte odeur se dégageait et étouffait la population. La respiration était difficile, car l'air intoxiquait les habitants de ce quartier réputé. L'ordre a été donné de mettre le feu, et le quartier s'est embrasé. En pays bamileke, dans les villages, le jour du marché, les soldats exposaient des têtes tranchées sur des piquets. Toute la population était invitée à reconnaître les siens. Dans cet exercice macabre, les enfants, les femmes et les hommes étaient tétanisés. Le marché, lieu bruyant par essence, sombrait dans un silence quasi monacal. Ceux qui osaient pleurer en reconnaissant un parent étaient aussitôt embarqués. Ils ne revenaient presque jamais. La torture faisait le reste. Il fallait se taire. Il fallait ignorer en silence un être cher et bouillonner de l'intérieur. Les dérives répressives de l'armée française sous le régime Ahidjo étaient fréquentes. Tout prétexte était bon pour sévir et installer la peur. C'était son mode de fonctionnement et de gouvernance, la soumission ou la mort. Sous l'égide de la France, Amadou Ahidjo a très vite marqué son territoire. Il nommait à des postes clés des femmes et des hommes de son choix. Il a très vite compris l'intérêt de la mixité et permis aux femmes d'avoir les mêmes droits que les hommes. De confession musulmane, Amadou Ahidjo a ouvert l'école aux filles. Il serait injuste de ne pas lui reconnaître une qualité avant-gardiste qui a permis aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité dans tous les secteurs de l'économie camerounaise. Amadou Ahidjo a développé l'agriculture camerounaise en créant une école qui forme toujours des ingénieurs en agronomie. Ce secteur a connu un développement spectaculaire qui faisait des envieux en Afrique centrale. Le Cameroun est ainsi devenu le grenier du Gabon, du Tchad et de la Centrafrique enclavée. Les infrastructures pour relier tous ces nouveaux États ont vu le jour grâce à la volonté d'une politique d'intégration régionale pour éradiquer la faim et favoriser les échanges régionaux. La culture et la commercialisation des cultures vivrières dans les pays limitrophes étaient encouragées par le régime. Cette manne financière a été à l'origine du développement inclusif voulu par Ahidjo. Par ses réalisations, Amadou Ahidjo est devenu le maître incontesté de l'Afrique centrale et reconnu comme un aîné par ses pairs. Il a développé les filières du cacao, de la banane, du café et du coton. Le Cameroun croulait sous la richesse et petit à petit, la paix sociale s'est installée. La réconciliation nationale s'est opérée avec la fin de la guerre. Les unités combattantes du premier parti politique du Cameroun, l'UPC, Union des populations du Cameroun, ont rendu les armes. Le Cameroun a été pacifié pour le plus grand bonheur d'un climat attractif. La population était lassée d'une guerre fratricide qui l'amputait de ses enfants. Après l'indépendance proclamée le 1er janvier 1960, le Cameroun a fêté sa réunification le 1er octobre 1961 avec le rattachement du Cameroun occidental qui était sous mandat britannique. Contrairement aux États d'Afrique colonisés par la France, le Cameroun était une colonie allemande sous protectorat de la France. Ainsi en a décidé l'ONU, lors de la défaite de l'Allemagne en 1845. Le pays a été placé en 1922 sous mandat international, après la défaite militaire de l'Allemagne, et confié à la France et à la Grande-Bretagne. Ces mandats sont devenus des tutelles sous le contrôle de l'ONU en 1946. Placé à la tête de l'État du Cameroun en 1960 comme premier président, Amadou Ahidjo héritait d'un pays divisé et déchiré. Il fallait d'abord trouver des cadres locaux pour administrer la pléthore d'ethnies du pays. C'était une tâche difficile pour un homme qui n'avait pas une grande expérience politique et qui était issu du Nord discriminé. Conseillé par ses mentors français, l'unité du pays était la première préoccupation du nouveau président. Il voulait une paix indispensable pour relever les nombreux défis d'un jeune État. Amadou Ahidjo a saisi cette opportunité pour proclamer une amnistie générale. Les derniers résistants ont déposé les armes et se sont livrés aux autorités. Le nouvel homme fort n'a pas tenu son engagement d'armistice général. Les derniers résistants qui se sont rendus ont été pris à son piège. Beaucoup furent torturés et pendus. C'est le cas d'Ernest Ouandié, une illustre figure de la résistance. D'autres ont été emprisonnés à Tsoliré.
Les rares survivants de la célèbre prison n'ont pas fait de vieux os. Le régime d'Amadou Ahidjo avait désormais les mains libres pour bâtir un Cameroun nouveau. De grands chantiers ont vu le jour dans les domaines des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, de l'université, du logement et surtout de l'agriculture. Le Cameroun est devenu un grand chantier qui offrait à ses enfants du travail. Il fallait aussi occuper les postes vacants, laissés par les colons. La discrimination positive était en vigueur et les nordistes occupaient les postes juteux et sécuritaires. Au cours de cette période de plein emploi, personne ne pouvait contester les choix arbitraires et autoritaires exercés par le pouvoir. La sécurité alimentaire étouffait toutes les velléités de contestation. Le Cameroun était un vaste chantier en construction. Tout le monde y trouvait son compte. Les promoteurs, les investisseurs et les institutions financières internationales se croisaient sur les aérodromes de Douala et de Yaoundé, quelquefois avec des projets foireux. Il fallait être vigilant. Amadou Ahidjo aimait son pays qui regorgeait de chantiers au lendemain de l'indépendance. Les talents rentraient d'Europe. Certains ont trouvé qu'il allait trop vite en besogne. Ils ont eu tort car les résultats étaient probants. Le régime puisait dans ses ressources propres pour financer ses investissements. Ces ressources provenaient principalement de son agriculture, cacao, café et bananes. L'exploitation du bois a aussi contribué à relever les devises du pays. Les citoyens ignoraient jusqu'en 1977 que le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Aucun média n'en parlait. L'exploitation du pétrole a été rétrocédée au Cameroun par la France en 1977. Cette richesse a toujours été un mystère au Cameroun, où le pouvoir politique gère les ressources sans aucune transparence. Les puits de pétrole étaient exploités au Cameroun depuis 1952 par la France. Or, les recettes pétrolières ne sont apparues au grand jour qu'en 1977. Une gestion des ressources très opaque qui ne bénéficiait pas au Cameroun. À l'époque, la société pétrolière Elf, devenue Total, disposait des ressources du pays et ne rendait des comptes à personne. La colonisation a toujours eu ses effets pervers qui ne se racontent que dans les cafés. Comme tous les pays à revenus modestes, le Cameroun a été touché par le premier choc pétrolier de 1973. L'Occident n'a pas non plus échappé au choc pétrolier, qui a plombé ses économies. L'augmentation du prix du brut, le contrôle de la production et les prix accordés aux producteurs ont eu raison des économies mondiales. Le Cameroun n'a pas échappé à ce coup de massue, qui a fragilisé son dynamisme économique. La récession observée était imputable à la hausse des prix du pétrole qui est exogène, et la chute des matières premières agricoles. À la suite de la guerre entre l'Iran et l'Irak, le deuxième choc pétrolier de 1981 a été un véritable handicap à surmonter pour les économies des pays africains. Le Cameroun n'y a pas échappé. Mais le pays disposait malgré tout d'atouts non négligeables. Des devises épargnées avant la baisse des coûts des matières premières agricoles. À ce stade, nul ne pouvait parler de profonde crise même si les investissements se sont ralentis pour la première fois. Le régime d'Amadou Ahidjo a créé de nouvelles sociétés d'État pour répondre aux besoins d'émancipation et de développement du pays. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.